Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, Abdou Faye ne s'est pas suicidé selon sa famille qui réclame la lumière sur cette affaire. En croire son père, il y aurait des traces de violence sur le corps de Abdou Faye. Le certificat de genre de mort écarte tout traumatisme sur le reste du corps et parle d'asphyxie mécanique par pendaison. Hausse des cas de Covid-19 ce jour, Dr Moussa Thior rappelle la présence du virus. Le spécialiste en santé publique invite l'État à adopter une nouvelle stratégie pour le maintien des gestes barrières. La préférence nationale doit être de mise dans l'octroi des marchés publics pour ainsi soutenir les entrepreneurs sénégalais. C'est l'appel lancé par l'entreprise sénégalaise de bâtiments et travaux publics Ecotra. Bienvenue à tous. La famille de Abdou Faye rejette catégoriquement la thèse du suicide au commissariat central. Selon Pape Ali Faye, père du défunt, Abdou Faye a été violenté. La famille révèle avoir appris la nouvelle à travers les réseaux sociaux et jusque-là, elle n'a reçu aucune correspondance des autorités policières. Les membres de la famille de Abdou Faye ont tenu une conférence de presse aujourd'hui. Le compte-rendu de Mamadou Dia. La mine triste. Le chagrin se lit sur son visage. Pape Ali Faye, père d'Abdou, mort au commissariat central de Dakar, a le cœur meurtri. Son fils se serait suicidé pendant sa garde à vue, selon la police, version qu'il rejette. Son frère m'a appelé le mercredi pour m'informer de son arrestation. Dimanche, il est parti lui rendre visite. On lui a dit qu'Abdou est mort. J'ai demandé d'où il a eu cette nouvelle. Il m'a répondu à travers les réseaux sociaux. Nous ne connaissons pas les circonstances de son décès. Ils disent qu'Abdou s'est suicidé. Nous ne pouvons pas croire à cette thèse. Abdou Faye, le défunt, est décrit par ses proches comme un homme timide. Sa famille exige la vérité sur les circonstances de son décès. Elle réclame la lumière. Son homonyme l'a vu. Il m'a dit qu'il avait des traces sur la tête. Nous voulons des éclairages. Que justice soit faite. Nous allons suivre ce dossier. Nous ferons tout le nécessaire. Nous demandons également le soutien de tout le monde afin que justice soit rendue. C'est très dur. Abdou représentait beaucoup pour nous. Il est parti à jamais. La famille d'Abdou Faye dénonce aussi le fait d'avoir été mise au courant de ce drame à travers les réseaux sociaux. Jusqu'ici, elle n'a reçu aucun coup de fil venant des autorités policières. Abdou Faye s'est suicidé. Selon la police, les résultats de l'autopsie sont attendus dans les prochaines heures. Le complice de Boy Djiné avait 31 ans. Et justement, en parlant même des résultats de cette autopsie, selon nos confrères du site lesoleil.sn, le présumé complice de Baye Modoufal, alias Boy Djiné, est bien mort par suicide. C'est ce qui ressort du certificat de genre de mort délivré par le chef du service d'anatomie et de cytologie pathologique de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le médecin légiste rapporte que le décès d'Abdou Faye est dû à une anoxie cérébrale et une asphyxie mécanique par pendaison. Il dit également constater une absence de signes de traumatisme sur le reste du corps. La levée de l'état d'urgence en mars dernier n'est pas synonyme de disparition de la Covid-19 au Sénégal. Dr Moussa Thior, le spécialiste en santé publique, pour lui, l'État doit s'orienter vers une nouvelle stratégie de communication pour maintenir les mesures barrières. La synthèse de Sophia Ba. La lutte contre la pandémie de Covid-19, toujours présente au Sénégal, fait face à un relâchement depuis la levée de l'état d'urgence en mars dernier. Un relâchement qui ne facilite pas le travail des experts. C'est le constat du docteur Moussa Thior. Je pense que c'est ça l'erreur. Les gens ont considéré que c'était terminé et que bon, voilà, la maladie était derrière nous. Alors que c'est une erreur. Je pense que la maladie est toujours là. Il faut que les gens sachent que ça continue à avoir des victimes, même si le nombre de décès a baissé.
et qu'il ne faut pas abandonner les mesures barrières. Nous, quand on disait à l'époque qu'il fallait laisser circuler le virus, c'était pour embrancher aussitôt et dire qu'il fallait dans le même temps renforcer les mesures barrières. Le spécialiste en santé invite le gouvernement à axer sa communication sur le respect continu des gestes barrières pour préserver les populations et conscientiser les communautés sur les risques sanitaires actuels. Il fallait dans le même temps renforcer les mesures barrières pour que la maladie puisse être contenue dans des limites raisonnables. Cela d'autant plus qu'actuellement, nous disposons d'un vaccin qui est efficace pour prévenir contre les cas graves et les décès. Je crois qu'il faut reconduire toutes les stratégies de communication autour de ce thème. Il n'y a pas d'autres mesures, à mon avis, pour arriver à contrôler durablement cette maladie. À l'approche des prochaines élections locales, la responsabilité qui incombe à l'État est plus que jamais d'actualité. Sophia Ba, et aujourd'hui, 544 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. Une augmentation des cas qui laisse certains indifférents. D'autres pensent que les mesures du gouvernement n'ont pas été satisfaisantes et sensibilisent par ailleurs les populations sur la présence du virus. Le reportage de Aïssatou Kane. Le coronavirus alimente la discussion. Malgré l'augmentation des cas, ce taximan ne veut même pas entendre parler de troisième vague. Selon lui, il faudrait prier afin que la maladie arrête de se propager. Que Dieu nous préserve d'une troisième vague. Il ne faudrait même pas y penser. Nous nous en remettons au bon Dieu. Qu'il y ait un recul est mieux qu'une recrudescence des cas. Nous savons que la maladie est toujours présente. Des jeunes réticents à la prise de parole se demandent si le coronavirus est toujours présent. Un des leurs affirme que la maladie existe, mais pointe du doigt la fuite de responsabilité du gouvernement à ses yeux. Nous allons continuer de vivre avec la maladie, troisième vague ou pas. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Ils n'ont pas pris les mesures qu'il fallait. Certains sont même dans le déni. Nous avons perdu notre travail à cause des dernières restrictions. Les citoyens ont baissé les bras sur le respect des mesures barrières. Selon ce chauffeur, il faudrait se vacciner et se donner les moyens pour faire disparaître cette maladie. J'ai fait un constat. Plus personne ne contrôle le port de masque. On ne voit même plus de gel dans les directions. Certains d'entre nous avaient l'habitude de porter les masques car il y avait des policiers qui faisaient le contrôle. Mais maintenant, j'ai l'impression que la population a oublié le coronavirus. Il faut qu'ils se vaccinent pour la santé de tous. Depuis la levée des restrictions sanitaires, une bonne partie des Sénégalais semblent être dans le déni. Certains prônent la vaccination et suggèrent le respect des mesures barrières. La coalition des syndicats de l'eau ne veut pas aller en grève contre la Sen'Eau. Par contre, les 3 syndicats majoritaires de la boîte comptent attaquer la SDE pour recouvrer 3 milliards de francs CFA du fonds commun. Momar Sy est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'eau. Il est au micro de Mamadou Lamine Fati. Nous, on a compris que ce n'est plus maintenant un problème entre travailleurs et entreprises, mais c'est un problème derrière une société qui est en train de déstabiliser le nouveau fermier, que nous comprenons bien. L'AIG est parti avec un fonds commun de placement qui fait un montant de 3,5 milliards. Si on doit poursuivre l'AIG, on ne doit pas le laisser traîner avec notre argent. Il y a un fonds qu'on a mis en place avec les travailleurs. Aujourd'hui, c'est les promoteurs. On devait sortir un montant de 960 millions pour faire la capitalisation de 8%. Aujourd'hui, ça traîne, c'est à la bloc. Ils sont en train de bloquer cette entreprise pour qu'on ne puisse pas avancer dans cette capitalisation. Présentement, nous ne sommes pas en grève, nous sommes en train de négocier avec CNO, mais à la SDE, nous allons prendre des mesures fortes pour aller faire rapatrier cet argent-là et continuer à capitaliser. C'est ça qu'on ne va pas accepter aujourd'hui. Et aujourd'hui, 25 étudiants de la 48e promotion du Centre des études des sciences, des technologies de l'information reçoivent leur diplôme après 3 ans d'études. Joie et satisfaction les animent. Néanmoins, ils ont des craintes par rapport à la problématique de l'emploi et à l'insertion professionnelle. Mam Seynabou Babou Moussa Fall. Après 3 ans de formation,
Les 25 étudiants de la 48e promotion du CESI reçoivent leur diplôme. Maguette Gaye, major de sa promotion en télévision, visage radieux, exprime ses émotions. Pour lui, le travail vient de commencer. Nous sommes entre émotions, satisfaits et devoir d'accomplir un défi que nous devons relever. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin, c'est le début du commencement. Là, nous sommes opérationnels, nous devons aller sur le terrain, nous devons montrer que nous avons reçu une bonne formation et nous devons honorer nos professeurs qui nous ont mis les pieds à l'étrier. Un autre récipiendaire du nom de Youssouf, très heureux de recevoir son diplôme, évoque ses préoccupations. Il se désole du chômage de certains de leurs aînés depuis leur sortie. Aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est que dans les entreprises de presse, ils n'emploient pas les gens, il faut le dire. Nous sortons du CESTI, mais après, nous faisons des stages à n'en plus finir. 2, 3, 4 ans, 5 ans de stage, je pense que ce n'est pas normal. Et même la loi n'accepte pas cela. Au-delà de cela, je pense que le CESTI lui-même peut trouver une alternative. Quand des étudiants sortent et qu'ils ne trouvent pas d'emploi, il peut mettre en place une boîte et employer ces jeunes-là. Parce qu'il ne sert à rien de faire le concours du CESTI, de faire une formation qui est extrêmement dure, rigoureuse, et vous sortez, vous ne trouvez pas d'emploi. Ce passionné de journalisme estime que l'heure est venue de relever des défis, surtout en cette période où les journalistes sont de plus en plus décriés. Un sentiment de satisfaction parce que si vous faites une formation de 3 ans au CESTI, c'est très difficile parce qu'on vous ramène à la formation standard, c'est-à-dire l'école élémentaire. Moi, je pense que la formation nous a permis de rehausser le niveau parce qu'au CESTI, il faut le dire, ça vole très, très, très haut. Et je pense que ce qui m'a motivé vraiment, c'est ce principe de liberté qui anime le journalisme. Cette cérémonie de remise des diplômes a été l'occasion de rendre un vibrant hommage à Feu Salou Traoré. Le directeur du CESI ainsi que les autres participants à l'événement invitent ces nouveaux diplômés à s'inspirer de ce modèle pour pratiquer ce métier dans les règles de l'art. Et en marge de cette cérémonie de remise de diplôme, le directeur du CESTI a annoncé 2 nouvelles offres de formation payantes pour l'année prochaine. Une licence en communication et une licence en audiovisuel, en production audiovisuelle. Mamadou Ndiaye a prodigué des conseils aux récipiendaires et demande à l'État plus de fonds pour le bon fonctionnement de leur établissement. On l'écoute au micro de Mamseyna Babou. Ils sont formés dans la rigueur, dans le respect des principes éthiques et des règles déontologiques. Le travail doit être fait convenablement, mais il faut dire aussi que c'est un domaine, le journalisme, un métier aujourd'hui très difficile, avec pas mal de problèmes à résoudre. Et je pense que l'autorité qui a parlé tout à l'heure, le ministère de la Culture et de la Communication, a donné un programme qui, si tout le monde le suit, pourrait aider cette profession à aller de l'avant. Ce que nous comptons faire concrètement, c'est que, pour le dire clairement, le CESI aujourd'hui est connu dans la formation en journalisme. Depuis plus de 50 ans, nous sortons des journalistes venant de plusieurs pays. Mais au niveau du CESI, nous avons pratiquement les meilleurs professeurs de communication de la sous-région. Mais ces professeurs de communication ne sont pas suffisamment utilisés. Et donc, au niveau du comité pédagogique, nous avons décidé de lancer l'année prochaine 2 nouvelles formations. Une licence en communication. On organisera un concours pour cela, mais également une licence en production audiovisuelle. Nous allons former des caméramans, des monteurs, des cadreurs, etc. Donc cette formation-là sera une formation diplômante et ça a été accepté par le conseil d'établissement, ça a été accepté par l'assemblée de l'université et donc il nous reste juste à parfaire les maquettes et le CESI désormais sera une école de journalisme, de communication et des métiers de l'audiovisuel. Autre chose, l'entreprise sénégalaise de bâtiments et travaux publics Ecotra a profité d'une décision de la Cour suprême en sa faveur pour alerter les autorités sur la nécessité de soutenir les entrepreneurs sénégalais pour les marchés publics. La préférence nationale doit être mise en avant, d'autant que l'expertise existe, selon les avocats d'Ecotra qui étaient face à la presse ce matin. Le compte rendu de Mamadou Lamine Fati.
Après sa création il y a 15 ans, l'entreprise de bâtiments et de travaux publics Ecotra a consenti des investissements à hauteur de 77 milliards et emploie près de 800 personnes pour une masse salariale de 500 millions. Les responsables d'Ecotra ont fait face à la presse pour exprimer leur frustration par rapport à l'accès au marché à travers les appels d'offres. Ecotra a contesté l'attribution par l'AGEROUTE de la route de la boucle de Kanoulayes et a eu gain de cause venant de la Cour suprême. Nous voudrons ici en appeler au soutien, à l'appui et surtout à l'accompagnement des Sénégalais qui s'investissent, qui croient au Sénégal, qui croient en l'Afrique, qui mettent leurs moyens pour participer à la construction de ce pays. Je pense que cet appel est adressé à l'État et aux partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Les entreprises sénégalaises ont besoin d'être protégées. Les entreprises sénégalaises ont besoin d'être soutenues. Dans le secteur des marchés publics, la préférence nationale doit être mise en avant, d'autant que les entreprises sénégalaises ont l'expertise nécessaire pour faire le travail. Et ces entreprises qui sont favorisées par des critères discriminatoires sont soutenues par leur État. Donc notre appel, c'est de lancer un appel à notre État pour soutenir le secteur des BTP au plan national. Et c'est ce que le directeur vient de vous dire. Parce que si cela ne se fait pas, à terme, il n'y aura que des entreprises étrangères pour réaliser les BTP, il n'y aura plus d'emplois, il n'y aura pas de fleurons industriels. Et donc ce que Ecotra fait est vraiment dans le sens de l'émergence, dans le sens de l'économie nationale. Cette décision de justice en faveur d'Ecotra sonne comme un appel aux autorités du pays pour la prise en charge des intérêts des nationaux afin de promouvoir l'expertise locale. Un compte rendu de Babacar Seck. L'agroécologie pour faire face aux défis climatiques et alimentaires, c'est ce qui est ressorti de la rencontre à Podor entre les organisations paysannes, les autorités locales et des ONG. La synthèse de Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Face aux nombreux problèmes fonciers et au changement climatique, la solution se trouve dans l'agroécologie. C'est pourquoi la DITAEL, Dynamique pour une transition agroécologique locale, qui regroupe des ONG et des organisations faîtières, a engagé une réflexion approfondie avec les acteurs à Podor. Je pense que nous ne pouvons que nous réjouir d'une telle initiative. Si nous savons que le département de Podor est l'un des départements les plus touchés par l'insécurité alimentaire, les changements climatiques, et donc il est plus que nécessaire, c'est un impératif aujourd'hui d'essayer de faire de telle sorte que les comportements agricoles puissent changer et qu'on aille vers la transition que nous tous nous attendons depuis très longtemps. Il y a tout à l'heure le maire parlait d'un retour à l'agroécologie et il a raison. Donc nous devons travailler à faire de sorte qu'on retourne donc à une agriculture qui respecte l'environnement. Pour atteindre ces objectifs, la DITAEL compte beaucoup sur le dialogue aussi bien avec les autorités nationales que locales. Il faut que les politiques nationales arrivent à intégrer cette démarche incontournable au niveau mondial, au niveau sous-régional, dans les politiques de l'État. Donc il faut que l'État mette la main. Et pour mettre la main, on souhaite avoir une agriculture écologique qui intègre les savoirs endogènes, mais aussi qui intègre le savoir scientifique. Parce que notre souhait, c'est d'arriver à avoir une agriculture qui nourrit son homme. Cette rencontre de Podor a aussi permis de montrer que l'agroécologie permettrait de mieux mettre en valeur les exploitations familiales. Restons à Podor. Désormais, Aïssata Tall Sall et Racine Sy ne disputent plus seuls la mairie de Podor. Une troisième candidature est déclarée. Il s'agit de celle de Aminata Astel Sall, qui, d'après les membres du mouvement CASA, vient mettre fin à la bipolarisation de l'espace politique. Hamdine Mbodj porte leur parole. On l'écoute au micro de Momar Alisnian. C'est un honneur
pour les jeunes issus de la convergence des amis et sympathisants de Aminata Assel Sall de tenir un point de presse en ce jour mémorable. Il a pour objet de magnifier tout d'abord les actions louables de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Il existe dans la vie de l'homme des moments inoubliables dans leurs souvenirs qui marquent la vie de certains dans la mémoire collective et individuelle. C'est pour cette raison que nous avons l'avantage de vous faire connaître que la CASA a décidé unanimement, par ma voix, de porter la candidature Aminata Assel Sall lors des prochaines élections communales pour briguer le mandat au niveau de Podor. Votre rubrique journalière Fenêtre d'Afrique s'ouvre ce soir sur le Mali. Selon le Premier ministre malien, le gouvernement de la transition est attendu d'ici dimanche. Choguel Maïga l'a fait savoir lors de la rencontre avec le médiateur de la CEDEAO. Nous allons suivre l'élément de notre correspondant au Mali. L'actualité au Mali reste dominée par cette visite des émissaires de la CEDEAO au Mali. Et la CEDEAO est venue constater l'évolution de la transition au Mali, la marche de la transition, après avoir rencontré le chef de l'État, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La délégation de la CEDEAO a rencontré hier le Premier ministre, Choguel Maïga. Il était aussi question de la transition, des délais pour les délais pour les dates pour les prochaines élections présidentielles. Donc Choguel Maïga, le Premier ministre, a aussi profité pour exposer sa vision de la transition et puis les missions qui seront assignées à son futur gouvernement. Il a d'ailleurs rappelé à cette occasion que son gouvernement sera formé d'ici le dimanche. Donc il a aussi dit que les autorités, ces nouvelles autorités de la transition vont travailler pour peut-être imprimer une nouvelle dynamique à la marche de l'État. Il a dit, je cite, nous allons faire une transition de rupture et par l'exemple. Donc ce sont là les mots du Premier ministre Choguel Maïga. Il a aussi profité entre-temps pour faire des consultations. Il a rencontré la semaine dernière la coordination des mouvements de l'Azawad, de l'ex-rébellion. Donc on peut dire aujourd'hui qu'entre la CEDEAO et les autorités de la transition, le courant passe bien. Et le chef de la délégation, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, dit que les entretiens avec les deux personnalités de la transition ont été des entretiens positifs. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi la fin de l'opération Barkhane de lutte contre les djihadistes au Sahel dans le cadre d'une transformation profonde de la présence militaire de la France dans la région. Une amorce de réduction de l'opération militaire anti-djihadiste Barkhane, notamment au Mali, frappée par un récent coup d'État lors d'une conférence de presse à l'Élysée en amont du G7. Précisons que la France mise tout particulièrement sur la montée en puissance du groupement de forces spéciales européennes Takuba qu'elle a initié et qui rassemble aujourd'hui au Mali 600 hommes dont une moitié de Français ainsi que quelques dizaines d'Estoniens et de Tchèques et près de 140 Suédois. 18 mois de prison, dont 14 avec sursis, 2 jours après sa gifle contre Emmanuel Macron lors d'un déplacement de ce dernier dans la Drôme. Damien a été condamné aujourd'hui en comparution immédiate à 4 mois de prison ferme. Le parquet avait requis 18 mois de prison ferme. Cette gifle parfaitement inadmissible est un acte de violence délibéré, a soutenu le représentant du ministère public face à l'homme de 28 ans, cheveux longs, t-shirt vert et lunettes sur le nez. Jugé en comparution immédiate, son acte a suscité l'indignation unanime de la classe politique française. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez informés sur www.emedia.sn. On se retrouve demain pour un autre 19h45. Bonsoir.